Bonjour, le texte que nous allons étudier est un extrait du recueil Les Vries de la Vigne, et plus précisément du conte qui s'appelle lui-même Les Vries de la Vigne, écrit par Colette, autrice du XXe siècle, qui a écrit ce conte à peu près à l'époque de son divorce avec Willy et évoque à travers l'image du rossignol qui chante pour ne plus s'endormir la nuit et être emprisonné dans les vrilles de la vigne. Elle évoque elle-même son désir de liberté. Et nous allons plus particulièrement étudier la fin de ce texte, où elle parle d'elle-même. Alors, je passe à la lecture et je passe directement à la problématique, et nous allons nous demander comment ce récit, illustrant le travail de l'écrivain, fait du chant un moyen de gagner sa liberté. Et nous étudierons donc le texte en suivant son organisation et en commençant tout d'abord par le premier paragraphe qui met en scène l'éveil poétique de la narratrice, puis les deux paragraphes suivants qui sont une sorte d'hymne au chant libérateur. Et nous commençons par constater que l'histoire de Colette est immédiatement mise en lien avec le récit du rossignol, puisque nous retrouvons les mêmes métaphores, cassantes, tenaces, vrilles pour désigner les vrilles de la vigne. Les vrilles de la vigne qui, ici, sont le symbole de l'emprisonnement, comme pour le rossignol. Nous avons aussi l'image d'une vigne amère, comme c'était le cas aussi au début du conte, qui l'emprisonne. Et de même, nous sommes aussi dans le même cadre spatio-temporel, puisque ça se passe au printemps et pendant la nuit. Donc, on a véritablement un récit ici, puisque tout est au passé, un récit qui est mis en parallèle avec le conte de l'oiseau. Sauf que nous pouvons constater que le féminin de m'avait lié, par exemple, montre qu'il ne s'agit plus ici d'un personnage neutre comme le rossignol, mais au contraire de la poétesse elle-même qui parle d'elle, et à travers d'elle, de l'écriture en général. Et ce qu'elle constate, elle fait le constat plus exactement d'une naïveté originelle qui est la cause donc d'un manque de prudence, puisqu'elle dormait d'un somme heureux. On voit ici qu'elle insiste sur le sommeil, puisque dormir, somme, appartiennent au même champ lexical, celui du repos. Et les adjectifs heureux, l'adjectif heureux et le complément circonstanciel de manière sans défiance, insistent donc sur une certaine sérénité. Sérénité qui est rompue immédiatement par la conjonction adversative mais et le passé simple, le passé composé, j'ai rompu, avec une gradation dans les verbes montrant la lutte de la narratrice avec ces fils qui l'emprisonnent. J'ai rompu, puis ensuite j'ai fui, et un peu plus loin, j'ai jeté une plainte. Donc on voit tout d'abord la volonté de rompre la chaîne, puis ensuite l'action de fuir, et enfin une action défensive, j'ai jeté une plainte. Et toutes les images des fils qui tiennent à ma chair, le nom torpeur, qui associé au verbe peser, insiste sur le caractère quasiment physique de la nuit, insiste sur donc une libération qui est quasiment charnelle pour la narratrice. Cette libération charnelle qui ne se fait pas sans angoisse et sans douleur, puisque nous constatons que les fils tiennent à la chair, donc il y a un emprisonnement extrêmement douloureux, mais nous avons le poids pesé sur mes paupières, et le nom surtout plainte, qui insiste sur l'angoisse contenue dans ce premier chant. Nous pouvons aussi faire attention à la révélation que permet ce premier chant, puisque c'est la plainte qui m'a révélé ma voix. Donc ici, ce qui est révélé, la voix, est révélée à elle-même, à moi. Donc c'est une révélation qui est faite à elle-même. La plainte est le sujet ici,
qui apporte à la poétesse la révélation d'elle-même, de sa voix donc d'elle-même en fait. C'est finalement un premier chant, certes angoissé, mais aussi libérateur et révélateur de sa propre voix, d'elle-même finalement. Et à partir de là, elle va développer ce chant dans la suite du texte qui tout d'un coup est au présent, puisque maintenant elle ne va plus parler de ce récit de cette première libération, mais de ce qu'elle fait maintenant toutes les nuits. Alors on est toujours dans, malgré le fait qu'elle fasse référence à elle, et qu'on s'inscrive bien plus dans la réalité, malgré tout, l'imaginaire reste celui du conte, du chant nocturne, de la vigne pour symboliser l'emprisonnement, qui poétise en quelque sorte cet épisode douloureux qu'elle raconte. Et donc le présent montre qu'ici, elle parle plutôt d'une habitude, disons de ce qui constitue actuellement son écriture en tant que narratrice, que poétesse. Et tout d'abord, elle insiste sur la solitude, toute seule, dans la nuit. Comme enfant, elle était toute seule face à l'aube, ici elle est toute seule dans la nuit. Je regarde à présent monter devant moi l'astre voluptueux et morose. L'insistance sur le jeu, sur le moi, face à la lune, montre une sorte ici de regard en face à face, seule dans la nuit, entre elle et la lune. Et la nuit se caractérise par une certaine fausseté, puisque par exemple la lune est voluptueuse et morose à la fois, donc il y a une sorte il y a une antithèse dans les adjectifs qui caractérisent la lune, la volupté qui en fait l'astre de l'amour, mais en même temps la morosité qui rappelle l'ennui des nuits passées, l'ennui de l'emprisonnement. De même que le printemps qui suit l'heureux sommeil est un printemps menteur, alors que le printemps normalement est un terme positif. Et que la vigne, qui généralement évoque le vin, l'ivresse, Bacchus ou Dionysos, quelque chose de joyeux, de festif, ici est qualifié par l'adjectif crochu. Donc il y a une certaine fausseté dans ce bonheur, là où avant, la plainte révélait la vérité. Le bonheur est dangereux. Et l'heureux sommeil, le printemps, dévie dans la phrase, c'est le début de la phrase, il dévie en menteur et vigne crochue. Donc il y a un glissement pour montrer que se laisser aller dans le bonheur nous met en danger. En tout cas dans un bonheur aussi mensonger. Et nous pouvons constater qu'elle met en scène des verbes de perception au présent. Je regarde, j'écoute, qui insistent sur l'état de veille de la narratrice. État de veille qui lui permet non seulement de ne pas retomber dans le sommeil, ce sommeil qui, comme le printemps, est menteur et dangereux, mais aussi de s'écouter. Elle écoute le son de sa voix. Et à partir du moment où on a justement cette courte phrase qui introduit la suite, j'écoute le son de ma voix, enfin c'est une courte proposition, pardon. Nous avons ensuite, jusqu'à la fin du paragraphe, le développement de ce qu'est sa voix. Donc elle développe en fait le contenu de son chant comme elle le fera encore plus dans le paragraphe suivant. Et le contenu de son chant est paradoxal, puisqu'il y a une opposition entre le cri, je crie fiévreusement, et ensuite le murmure, puis ma voix languit jusqu'au murmure. Nous constatons que ce cri est un cri libre, puisqu'il s'oppose à ce qu'on a coutume de taire. C'est un cri transgressif, qui ose dire ce que personne ne dit, qui s'oppose donc au refus de parler, ce qu'on a coutume de taire, ce qui se chuchote très bas. Mais après cet élan de liberté, il y a une forme de sagesse qui ramène au murmure. Je n'ose poursuivre, le verbe oser, insistant sur une certaine retenue qui semble être liée à la pudeur, d'après le verbe. Et le dernier paragraphe
développe donc ce chant qui a déjà été expliqué auparavant, avec tout d'abord une sorte de désir. Je voudrais dire tout ce que je sais. La triple répétition du verbe dire semble imiter le tremblement du chant, les trilles du rossignol, mais le conditionnel montre ici qu'on est dans un désir inassouvi. C'est un chant qui se veut lyrique, expression des sentiments, comme on le voit avec tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Donc elle veut exprimer tout ce qu'il y a en elle, un chant qui a des ressources étendues, avec l'anaphore de tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne, et le rythme ternaire, tout ce que, un rythme ternaire qui ensuite revient dans ce qui m'enchante, me blesse, m'étonne, et qui insiste à travers ces trois derniers verbes, m'enchante, me blesse et m'étonne, sur l'ensemble des sentiments qu'elle peut éprouver. Donc c'est bien un chant lyrique, mais un chant lyrique qui n'est encore que désir, je voudrais, comme le montre le conditionnel. Un chant souhaité par la poétesse. Nous pouvons aussi noter, pour insister sur justement le fait que ce chant veuille absolument tout dire, qu'il a une ambition totale, c'est la polysynthète et me blesse et m'étonne, avec la répétition du et qui est inutile normalement en français, mais qui ici vient insister sur le fait qu'on accumule, on rajoute toujours quelque chose de plus, comme si ce chant voulait tout atteindre. Et à nouveau, contraste avec la conjonction adversative mais, qui fait de l'aube, à travers l'image de la sage main fraîche, qui personnifie l'aube, le moment où, comme sa liberté n'est plus en danger, la sagesse ferme sa bouche, et finalement, l'écriture ici est présentée comme le résultat paradoxal entre, le résultat d'un désir paradoxal à la fois de dire et pardon, je me reprends. C'est le résultat entre un désir de dire et la sagesse de taire. Voilà, qu'on voit dans l'opposition entre mon cri, qui ensuite revient à verbiage modéré. Tout comme avant, on avait je crie fiévreusement, ma voix languit jusqu'au murmure. Et enfin, la fin, je ne connais plus le somme heureux, mais je ne crains plus les vrilles de la vigne, fait écho au tout début, puisqu'au début, elle dit j'ai craint les vrilles de la vigne, et là, la négation je ne crains plus, la négation partielle, indique une libération, mais une libération qui n'est pas sans douleur, comme on l'avait vu auparavant, puisque juste avant cette négation partielle, je ne crains plus les vrilles de la vigne, qui indique une libération, une crainte qui n'existe plus à présent. Il y a aussi une souffrance qui existe à présent, c'est celle de ne plus connaître le somme heureux. Ces deux négations partielles qui se font écho montrent que la liberté n'est pas sans souffrance. Et ainsi donc, nous voyons dans ce texte, à travers l'image du rossignol, l'image de la poétesse qui se libère de l'emprisonnement par le chant, un chant douloureux, un chant qui s'exalte jusqu'au cri pour ensuite redescendre jusqu'au murmure sage au moment où l'aube revient, et où la sagesse de l'aube l'invite à plus de mesure. Mais un chant aussi qui lui permet de, tout en la faisant souffrir, de se retrouver elle-même, de se connaître elle-même, comme on a pu le voir. Et nous pouvons penser aussi justement dans cette idée du chant qui permet de se connaître, aux pleurs d'Ulysse, dans l'Odyssée, quand il écoute l'Aède chanter sa propre histoire. Lui qui n'avait pas encore donné son nom, entendant sa propre histoire à travers le chant, se reconnaît et pleure. Et il y a cette même image ici de quelque chose de douloureux dans la reconnaissance que l'on a de soi, dans l'introspection, mais qui en même temps est une libération. Et libération que permet le chant.